Salut à tous, c'est Shamanic Wiley. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de prendre sa place. On va parler de prendre sa place parce qu'en fait, il y a quelques temps, une amie m'a dit de prendre ma place. Et ça a fait beaucoup de réflexions chez moi. Ça a évoqué beaucoup de réflexions, de comment je voyais la chose. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais très certainement pas du tout, genre pas du tout, la même vision qu'elle sur le fait de prendre sa place. Donc alors attendez, je vous mets un petit disclaimer dans la gueule pour commencer ce podcast. Il y a rien de visé, il y a rien du tout. C'est absolument pas un reproche. C'est juste que voilà, ça a évoqué beaucoup de questionnements chez moi et euh, et du coup j'avais envie de donner mon point de vue sur cette phrase qui est de prendre sa place. Pour vous recontextualiser un peu le truc, elle m'a dit cette phrase lors d'un soin de groupe qu'on devait faire où on était plusieurs chamans. Et en fait, elle m'a dit bah non mais enfin prends ta place. Et je crois que je lui ai répondu un truc en mode ouais ouais demain ouais. Et puis en fait j'ai réfléchi. J'ai réfléchi pendant 15 jours, 3 semaines, pendant lesquelles je me suis questionnée sur qu'est-ce que ça représentait pour moi le fait de prendre sa place. Et puis en fait, en réfléchissant, je me suis dit, la vache, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Dans le sens où, pour moi, le fait de devoir prendre sa place, ça nécessite de devoir se battre pour montrer indirectement qui on est, devoir montrer son importance, devoir montrer ses capacités ou des trucs du genre. C'est devoir un peu jouer du coude pour montrer qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, quand tu dois prendre ta place, c'est parce qu'on ne te la donne pas. Et quand on ne te la donne pas, ça veut dire qu'on ne croit pas forcément en toi, que tu es là, mais qu'ils ne savent pas trop pourquoi tu es là. Et par conséquent, ça nécessite que toi, tu tapes un peu du poing sur la table pour montrer qui tu es. Et ça, c'est quelque chose qui ne me parle absolument pas, puisque je ne fonctionne pas comme ça. Euh, Et en fait, je me suis posé cette question-là, je me suis dit, mais on n'a peut-être pas du coup le même point de vue, elle et moi, sur le fait de devoir prendre sa place. On n'a peut-être pas les mêmes croyances limitantes non plus. Parce que vraiment, chez moi, le fait de devoir prendre sa place, ça évoque le fait de devoir se battre pour quelque chose. Et en fait, moi, je me bats pas. Je me bats pas parce que j'estime que les choses pour lesquelles je dois me battre intensément et ou me battre tout court, euh, c'est soit pour me défendre, soit, soit pour me défendre. C'est-à-dire que je ne me bats pas autrement. Je n'ai jamais eu à le faire. Euh, j'ai jamais eu à démontrer quoi que ce soit pour prendre ma place dans aucun des métiers et ou vocations que j'ai pu avoir dans ma vie. Et par conséquent, cette phrase-là ne me parle pas. Elle me parle pas parce qu'encore une fois, pour moi, quand on travaille avec un groupe de gens, quoi qu'il arrive, on laisse la place aux autres. Sinon, tu travailles pas avec eux, tout simplement. Je vais vous parler d'un truc très très bête, mais avant de faire du soin et d'être pleinement les pieds là-dedans, euh, j'étais beaucoup dans l'événementiel, puisqu'en fait j'étais designer floral et je suis encore designer floral là pendant un petit temps, parce que j'ai des contrats qui sont quand même sur quelques années, donc j'honore mes contrats jusqu'à la fin. Et j'ai dû, alors c'était en 2000, je sais plus, 2017-2018, par là, j'ai organisé en fait ce qu'on appelle un shooting photo d'inspiration, où on fait un vrai faux mariage. Évidemment, dans ce vrai faux mariage, il faut prendre d'autres prestataires pour travailler avec toi, notamment voilà, un photographe, un vidéaste, trouver un domaine, trouver un traiteur, trouver un DJ, trouver voilà, tous les prestataires en fait que tu appellerais pour ton événement à toi. Et donc du coup, je me suis mis en quête de prestataires qui faisaient du travail que j'aimais bien. Pour resituer le truc, c'était moi toute seule qui organisait le shooting photo,
à l'aide d'une amie photographe que je voulais impérativement en tant que photographe parce qu'elle était mon amie et qu'en plus de ça, elle faisait du très 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 bon travail. Elle fait toujours du très bon travail puisqu'elle est toujours photographe. Et je voulais impérativement qu'elle soit là parce que je voulais que son travail soit mis en avant. Elle m'a totalement délégué la totalité de l'organisation parce qu'elle m'a dit moi je fais les photos, l'organisation je te laisse gérer parce que c'est pas un truc qui me... c'est pas fou. Je lui ai dit d'accord. Et en fait au fur et à mesure de l'organisation, moi j'ai cherché des prestataires dont j'appréciais le travail parce que quand je regardais leur visuel et ce qu'ils mettaient en avant de leur personnalité, de leur travail, de leur manière de fonctionner, je me suis dit que ça matchait avec qui j'étais moi et avec ce que j'avais envie de mettre en avant. On est d'accord que du coup, lorsque j'ai contacté ces personnes-là, je leur ai expliqué globalement le topo de ce que j'avais envie de faire et que par conséquent, c'est à eux d'amener leur touche derrière. Je ne vais pas dire au photographe les prises de photos que je veux et le post-traitement que je veux. Je choisis le photographe que je veux et qui a le post-traitement qui me plaît le plus et qui est le plus en accord avec ce que je veux en termes de rendu. Ça, c'est une base. C'est une base, c'est la base de l'organisation. Ensuite, j'ai contacté un vidéaste qui, pareil, avait le rendu que je voulais. J'ai contacté une créatrice de robes, une maquilleuse, coiffeuse, qui avait le rendu que je souhaitais mettre en avant pour ce shooting photo-là. Lorsque j'ai contacté tout ce petit monde, j'ai contacté ce petit monde parce qu'ils avaient la personnalité et le travail que je voulais avoir en termes de rendu. Si vous voulez, on est un peu au niveau de l'organisation sur le fait que moi, je suis une chef de projet. J'émets un projet en cours. Je cherche les personnes qui m'accompagnent lors de ce projet-là. Mais je fais totalement confiance aux prestataires que j'emploie dans le shooting photo parce que ce n'est pas mon travail. Donc je prends des gens en qui j'ai suffisamment confiance et que je sais que le travail sera totalement dans l'air du temps, sera totalement en accord avec ce que je veux proposer et sera totalement en accord en termes de personnalité de gens qui accompagnent parce que c'est ce que je veux montrer au monde pour faire ma publicité et faire leur publicité derrière. Ça, c'est dit. Du coup, lorsque j'organise ce truc-là, si vous voulez, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, en fait. Parce que je dis à ces personnes-là, voilà, moi, je veux organiser un shooting sur ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant sur votre jour J? Et basta. Ils savent très bien comment je fonctionne et ils savent très bien que ce qu'ils vont me proposer sera en accord avec ce que je veux. Et moi, de mon point de vue, je leur laisse totalement leur place d'exister parce que je sais qu'ils me proposeront un truc qui est en accord. Je ne vais pas aller contacter, je ne sais pas, par exemple, une créatrice de mariée qui fait des robes de mariée avec énormément de volants et de froufrous et multicolores, les robes de mariée multicolores, hein, on en voit rarement mais ça existe. Si je veux quelque chose en termes de rendu derrière, qui a un rendu qui est très bohème, qui est très limite mariage pieds nus dans les bois, un peu elfique sur les bords. On est d'accord. On est d'accord que si vous avez envie de manger un burger, vous n'allez pas vous pointer dans un restaurant de poisson. C'est logique. C'est la base. Je veux dire, c'est de la logique, ni plus ni moins. Quand on parle du fait de prendre sa place, pour moi, ça évoque le fait que si on reprend ce système de mariage, c'est comme si j'avais dû composer avec une autre fleuriste. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de la fleuriste amène quelque chose qui lui ressemble d'un côté et moi j'amène quelque chose qui me ressemble de l'autre côté. Parce que sinon, en fait, au niveau de la cohérence générale du groupe, ça fait de la merde. Clairement, je vous le dis, ça fait de la merde. C'est pour ça qu'en amont, s'il y avait eu une autre fleuriste, on se serait vu avec cette autre fleuriste et on aurait évoqué ce qu'elle voulait mettre en place, ce que je voulais mettre en place, faire des créations communes pour avoir nos deux noms qui sont cités sous l'événement.
Et lorsque on est deux fleuristes, mais qu'on n'est pas d'accord sur le projet, ce qui est déjà arrivé dans ma carrière de fleuriste, c'est que on a deux fleuristes, on a deux modèles, une modèle attitrée par fleuriste, on a deux robes, et on fait des créations qui changent avec le même staff, mais des créations florales différentes. Parce qu'on n'est pas en accord sur ce qu'on veut proposer au niveau des fleurs. Et où qu'on a envie chacune de se mettre uniquement nous en avant, auquel cas, dans ce cas-là, tu fais pas appel à une autre fleuriste pour faire le shooting photo avec toi. Alors attention, n'y voyez aucune attaque, il n'y en a pas. Je donne juste mon point de vue, vraiment. Ne prenez pas mal ce que je suis en train de dire, ne déformez pas la réalité. C'est voilà, vraiment, vraiment, il n'y a pas de souci, c'est juste que je donne mon point de vue sur le fait de prendre sa place. Et du coup, je vous cite des trucs que j'ai vécu moi dans ma vie de designer floral. Mais du coup, pour en revenir à ça, pour moi, en fait, le fait de prendre sa place, ça veut dire qu'il faut jouer du coude. C'est que quand tu me dis prends ta place, pour moi, je m'imagine dans une arène dans laquelle il faut que je me démarque des autres pour montrer que je suis meilleure et il y a une sorte d'instinct de survie qui s'enclenche. Parce que pour moi, quand tu dois prendre ta place, c'est parce qu'on ne te la laisse pas. On ne te laisse pas la place d'exister, on ne te laisse pas la possibilité de créer quelque chose qui te ressemble. Et pour moi, à partir du moment où tu travailles avec des gens qui sont dans le même... là, pour revenir par exemple au cercle de soins qu'on a organisé, moi, à l'origine, si je ne suis pas en fait dans les prestataires de départ qui organisent le truc, si tu m'invites en tant que guest, indirectement, tu me donnes un créneau, tu me dis ce que tu aimerais que je fasse sur ce créneau-là, ou tu me laisses la possibilité de choisir, mais du coup, tu n'interromps pas ce créneau-là. Tu poses même pas de questions, en fait, tu dis juste, voilà, tu as un créneau de telle heure à telle heure, tu fais ce que tu veux, mais ton créneau, c'est telle heure à telle heure. C'est quelque chose qui est très compliqué, en fait, parce que ça nécessite beaucoup d'organisation, ça nécessite beaucoup de confiance, ça nécessite beaucoup trop de trop, et ça nécessite surtout de lâcher prise et de ne pas être dans le contrôle par rapport au rendu que tu veux avoir. Ça, c'est quelque chose qui appartient à chacun. Hein. Moi, je sais que par exemple, quand j'organise des cercles de soins, je sais que c'est pour ça que je n'organise pas de cercles de soins avec d'autres personnes qui ont les mêmes capacités que moi, parce que je sais qu'on n'arrivera pas forcément à s'entendre sur ce qu'on doit faire, parce qu'on aura forcément toutes les deux ou tous les deux envie de faire des choses similaires, et que par conséquent, il va falloir qu'on reste dans ce truc de création, l'une comme l'autre, et être tous les deux dans une optique de non-frustration. Et ça, c'est très compliqué en fait. Parce qu'à partir du moment où déjà tu es obligé de te battre pour montrer que tu existes et que dans la foulée tu es frustré parce que tu n'as rien pu faire de ce que tu avais envie de montrer, mais tu te demandes qu'est-ce que tu fous là. Donc du coup, voilà. Après, moi, je vais vous le dire honnêtement, j'ai pas du tout eu cette sensation parce que lors de ce cercle de soins, j'étais vraiment dans l'admiration de la personne qui organisait ce cercle. J'étais très contente de pouvoir participer avec ce que je pouvais participer à ce moment-là et amener à ce moment-là. J'étais plus là comme chamane secondaire, vraiment, vraiment secondaire. Mais c'est pas quelque chose qui m'a dérangé parce qu'en même temps, je venais pas dans l'optique de... Comment dire? Ce n'est pas un cercle de soins que j'ai organisé moi. Donc je n'ai pas à prendre ma place en fait dessus. Je suis une intervenante en fait. Je fais ce qu'on me demande de faire ou je prends le créneau qu'on me demande de prendre. Mais en même temps, je n'ai pas à me battre pour montrer qui je suis ou ce que je veux faire. Parce que si je veux le faire, ben, j'organise mes propres cercles et je donne mes règles. Et c'est comme ça et pas autrement. Du coup, voilà. Mais si vous voulez, pour en revenir à ce truc de prendre sa place, il y a vraiment cette notion de... pour moi, qui est très ambiguë, en fait, dans le sens où t'es obligé quand même de... Voilà, quand tu prends ta place, c'est que... c'est un peu comme si t'étais dans une classe
et qu'il fallait lever le doigt en permanence pour montrer que c'est toi qui as la réponse. Euh, Quand t'es nombreux dans une salle, tu peux pas prendre ta place si on ne te la donne pas. Et c'est un truc que j'aime bien dans l'énergétique parce que globalement, la place, on la donne à tout le monde. Par exemple, j'ai fait énormément de soins, de cercles de soins, de groupes de parole, etc. Et généralement, il y a un bâton de parole qui est remis et la personne qui a le bâton dans les mains parle et personne ne doit l'interrompre. Et donc, en fait, si la personne a envie de parler pendant 45 minutes, bah, elle parle pendant 45 minutes. Et ça, je trouve ça chouette parce que du coup, ça laisse à tout le monde la place d'exister. C'est-à-dire que même si vous êtes un peu plus causant ou justement un peu moins causant que les autres autour du cercle, ce qui arrive, hein, moi j'ai fait plein de cercles où il y a des personnes, tu les entends pas, elles se présentent très brièvement, elles sont juste là pour elles dans une introspection qui est vraiment très légère et vraiment très douce et en fait elles n'ont pas envie de s'étaler sur leur vie. Et à contrario, il y en a d'autres, ils ont besoin de parler. Et ils ont besoin d'être dans ce truc où voilà, ils se confient, ils parlent de leur vie, ils parlent de leur comment dire, ils échangent avec les autres sur leur vie, sur leur méthode de fonctionnement, sur leur introspection, etc. Et puis il y a les personnes qui sont un peu comme moi et qui sont vraiment bah, les deux. C'est-à-dire que t'es ambivalent en fait. C'est-à-dire que t'as vraiment ce truc de ça dépend de ton humeur. Il y a des fois où tu vas être très sociable, et il y a des fois où tu vas pas du tout l'être, et limite tu vas même pas te pointer au rendez-vous parce que t'es tellement dans ton truc de je veux être dans ma grotte, je veux personne me parle, que tu vas te renfermer sur toi-même et que t'es juste pas dans un jour où t'as envie de parler en fait. Et en fait, je me dis que faut vraiment laisser ce truc de place à chacun. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas il n'y a pas à devoir se battre pour prendre sa place. C'est-à-dire que quand les gens t'aiment suffisamment, te respectent suffisamment et sont vraiment dans cette énergie de douceur et tout ça, ben en fait, t'as pas à prendre ta place. T'as pas à, t'as pas à jouer du coude ou parler plus fort, etc. pour montrer que tu es là en fait. Et parce que c'est vraiment ça, hein, pour moi en fait c'est vraiment ça, c'est le fait de prendre sa place, c'est vraiment le fait de devoir montrer que tu es là, de prendre l'espace en fait, c'est montrer que tu es là, que tout le monde te voit. Euh, et moi si vous voulez, c'est pas un truc que j'aime faire. C'est un truc que je sais que c'est un truc que je fais de manière totalement inconsciente. Parce que, bah voilà, entre mes tatouages, mon gros corps, bah en fait on me voit, hein, les piercings, les trucs, les machins, enfin tu vois, rapidement on te voit, hein, c'est pas que je clignote comme un sapin de Noël, mais généralement on me voit. Je passe pas inaperçu, en plus je fais 1,80 m, donc imaginez bien que je passe encore moins inaperçu. Et si vous voulez, il y a vraiment ce truc de... ouais, de devoir... de devoir juste laisser la place aux autres d'exister, de vraiment prendre en considération que il n'y a pas à se battre pour le faire. Et moi, il m'est arrivé en fait il y a quelques années de donner un cours. J'ai fait une conférence où j'ai donné mon avis sur l'art floral dans une école. Donc forcément, hein, on me convie en tant que designer floral, on m'explique que je vais devoir parler pendant 3 heures pendant cette conférence avec bah, plein d'yeux rivés sur moi, hein, clairement. Euh, et on m'a pas expliqué grand-chose. On m'a juste dit, bah voilà, il va falloir que tu parles pendant 4 heures, que tu expliques ton parcours, que tu expliques ton point de vue pendant au moins 2 heures, et après il y a 2 heures de questions. Et en fait, la place, là, j'ai pas à la prendre parce qu'on me la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la foulée, quand il y a les questions, je prends le temps d'écouter tout le monde, je prends le temps de regarder tout le monde dans les yeux, je prends le temps de comprendre la problématique.
Et en fait, si vous voulez, on était sur une conférence où les gens étaient dans une réorientation professionnelle, avec des nanas, majoritairement des nanas qui avaient 30, 40 ans, 50 pour les plus âgés. Et elles étaient dans ce truc de vouloir se réorienter et de vouloir faire de la fleur. Elles quittaient des métiers qui les faisaient chier pour faire quelque chose qui les passionne. Et je sais que mon discours n'a pas plu à la directrice de l'école. Je sais que mon discours n'a pas plu à la directrice de l'école, puisqu'en fait, j'ai passé mon temps à parler de courage, du fait que voilà, il fallait que les filles soient en accord avec elles et qu'il fallait qu'elles se rendent compte en fait du courage qu'elles avaient déjà eu d'affronter leur famille en disant qu'elles allaient changer et se réorienter dans leur profession. Et je dis, combien d'entre vous ont entendu leur famille dire: oh là là, attends, t'as 30, 40, 50 ans, tu vas pas faire ça à cet âge-ci quand même, et oh, attends, vraiment repartir dans les études? Non, mais attends, pour faire quoi en plus, un CAP fleur? Non, mais vraiment, mais t'es sûr? Mais t'étais bien à ton boulot de secrétaire là, bon, 1100 € par mois, c'est pas ouf, mais bon, c'est suffisant. Parce que les gens véhiculent leur peur que la personne a de changer de boulot. Et moi, en fait, j'avais ce discours-là, il y a déjà quelques années, hein, de meuf, vous vous rendez compte quand même que vous avez déjà eu le courage d'annoncer à vos familles que vous quittiez un boulot qui ne vous plaît plus pour aller vers quelque chose qui vous plaît et qui vous anime et qui vous fait vibrer. Et en fait, je leur disais d'assumer pleinement leur envie de créer, de leur envie d'être dans les fleurs, leur envie d'avoir les mains trempées en permanence et de travailler dans des ateliers où il fait 4 degrés, mais qu'en même temps c'est trop cool. Et en fait, je laissais la place d'exister à chacune d'entre elles, de me raconter leur histoire, de me raconter ce qu'elles avaient envie de me raconter. Et du coup, comme moi, j'ai très très rapidement débriefé sur mon parcours personnel, en disant voilà, j'ai fait ça comme étude, puis après j'ai fait ça, puis après j'ai fait ça, puis je suis passé sur ça, et nanana. Au final, j'ai pris 40 minutes pour expliquer mon parcours, et j'ai pris plus de 2h50, quasiment 3 heures, pour en fait les écouter et parler d'elles, parler de leurs projets, et les rassurer par rapport au fait qu'elles avaient pris la bonne décision, parce que la décision qu'elles avaient prise, c'était une décision qui était en accord avec elles, parce que c'était quelque chose qui les animait, parce que c'était quelque chose qu'elles avaient envie de faire, et pour certaines depuis des années, et qu'elles ont eu le courage d'affronter leur famille en leur disant que leur métier actuel ne leur plaisait plus et qu'elles avaient envie de se réorienter et reprendre des études à 30, 40 ou 50 ans, c'est pas le truc le plus facile qu'on puisse faire dans une vie. Parce que généralement, on oublie combien c'est chiant d'être assis pendant 8 heures à une table, d'écouter quelqu'un parler. Alors c'est clair, hein, quand on a 12, 13, 14 piges, c'est sûr que bon, d'écouter quelqu'un parler de trucs qui nous passionnent pas, c'est chiant. Mais quand t'as 30, 40 ans, 50 ans et que t'écoutes quelqu'un te parler de trucs qui te passionnent et qui t'animent, et c'est génial. Je vous raconte cette histoire parce qu'en fait, pour moi, la notion de prendre sa place, elle est toute écrite chez moi. C'est-à-dire que quand je parle avec quelqu'un, je lui laisse le temps de s'exprimer sur ce qu'il a envie d'exprimer, sur ce qu'il a envie de véhiculer, sur ce qu'il a envie de me montrer de sa personnalité, avec ou sans masque, hein, parce que voilà, des fois, il y en a qui sont encore avec des masques. Tous, hein, c'est très très rare, même moi qui travaille sur moi depuis des années maintenant, j'ai encore quelques masques quand je suis avec certaines personnes parce que je ne veux pas me montrer sous mon vrai angle, parce que non pas que c'est de la vulnérabilité, mais si, il y a une forme de vulnérabilité, si, c'est indirectement, si. Bref, je m'égare, comme d'habitude, vous me direz, mais il y a ce truc de laisser la place aux autres. Parce qu'il y a le respect de l'humain, il y a le respect de la personne avec qui on parle, et les personnes à qui je ne laisse pas la capacité de s'exprimer, c'est parce que c'est des gens qui... c'est pas qu'ils disent de la merde, mais...
Généralement, voilà, c'est parce qu'il y a eu une remarque agressive, parce que il y a eu un ou parce qu'il y a un conflit d'intérêt ou quelque chose comme ça. Mais c'est très très rare. C'est très très rare que je ne permette pas à quelqu'un euh, de le laisser s'exprimer, du coup indirectement de le laisser prendre sa place. Et du coup, pour ce truc de prendre sa place, c'est vraiment une notion qui, comme je vous disais, m'a travaillé pendant bien 15 jours, 3 semaines. Donc merci infiniment Camille si tu passes par là, d'avoir évoqué cette phrase qui m'a fait me poser mille et une questions. Parce que du coup, je me suis rendu compte que vraiment le fait de prendre sa place chez moi, en fait, ça évoquait forcément un combat, ça évoquait de devoir montrer que t'es le meilleur, ça évoquait tout ça. Donc je suppose que, évidemment, ce n'est pas son point de vue à elle, parce qu'elle est pas du tout, c'est une nana qui est vraiment adorable et qui est pas du tout dans le fait de vouloir être dans le conflit, etc. Au contraire, hein, elle est vraiment très très bienveillante, c'est une nana extraordinaire. Et en fait, ça m'a fait moi me poser des questions par rapport au fait de prendre ma place et au fait de prendre ma place dans ma propre vie, dans ma propre existence, dans la place qu'on me laissait enfant, adulte, ado, actuel, et où en fait ça fait remettre l'intégralité de ma vie en question, parce que je me suis rendu compte que ça faisait écho à d'autres choses que j'avais vécues enfant, et notamment une des maladies qui m'accompagne depuis gamine, qui, lorsque j'ai regardé le livre de Jacques Martel et le livre de Lise Bourbeau, évoque le fait que je souffre de cette maladie depuis 27 ans maintenant. Et en fait, ça évoque le fait que je n'ai pas pris ma place enfant. On ne m'a pas laissé la place que je devais avoir enfant. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai autant de mal à prendre ma place. C'est parce qu'en fait, indirectement, je ne l'ai jamais prise. D'une part, et d'une autre part, c'est parce que j'ai tellement une vision de bisounours sur ce point de vue-là, euh, que je me dis, purée, en fait, tout le monde devrait laisser la place à tout le monde d'exister. Et on ne devrait pas avoir à se battre pour montrer qu'on est là, montrer qu'on existe, montrer qu'on sait faire ci, ça, 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 ça. On devrait partir du principe que toutes les possibilités sont partout, que tout est accessible, euh, et qu'il n'y a pas à démontrer quoi que ce soit. Mais quand je parle de ça, c'est vaste, hein, ça englobe énormément de trucs. Genre, par exemple, un truc tout con, mais genre, un truc bête, l'homosexualité. Si vous êtes homo et qu'on vous dit ouais mais prends ta place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es obligé d'aller faire ton coming out pour montrer à tout le monde que t'es gay et que t'es obligé en fait de pousser un peu les autres en disant bah non mais moi je suis là et en fait faut m'accepter comme je suis. Alors que en théorie, t'as pas à le faire. T'as pas à le faire. T'as pas à prouver quoi que ce soit par A plus B. Parce qu'il faudrait que tout le monde soit tolérant à propos de ça. Parce que techniquement, on s'en bat les reins de ta sexualité. Qu'importe ce que t'es, qu'importe ce que t'aimes en fait, tu vois. On s'en fout. Puisqu'on t'aime comme tu es. Avec tes qualités, tes défauts, tes parts d'ombre et tes parts de lumière. Et qu'en théorie, t'as pas à prendre ta place. Parce que prendre sa place voudrait dire se justifier par rapport à certaines choses. Et on a à se justifier de rien du tout. Et ce qui fait qu'on doit prendre sa place, c'est parce qu'en fait, on est dans un monde qui n'est pas tolérant, qui regarde de travers, dès qu'on sort un peu trop du moule. Vous devez connaître hein, cette phrase qu'on voit souvent défiler sur les réseaux sociaux. Plus t'essayes de rentrer dans le moule et plus tu ressembles à une tarte. Et ben c'est précisément ça. C'est qu'en fait, on se force en permanence à prendre une place pour montrer qu'on existe auprès d'une société de merde qui tolère très peu de choses. C'est voilà, fin du débat. Fin du débat, j'ai plié le game en fait, hein, mais vous voyez ce que j'entends par là? C'est-à-dire que pour moi, on devrait être dans un monde où personne a à prendre sa place. Parce que tout le monde a la place d'exister et on ne devrait pas avoir à foutre des taquets dans la gueule des uns et des autres
pour montrer qu'on existe, pour montrer qu'on est là, pour montrer que voilà, qu'on a quelque chose à faire. Du coup, voilà. Donc, c'est assez, euh, c'est assez percutant quand même, je trouve, comme podcast, parce que moi, ça m'a fait réaliser énormément de choses dans ma vie. Ça m'a fait avoir une introspection assez sévère pendant 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est quand même assez ouf. Je pense que je lui ferai une dédicace sur le. Je publierai ça sur Insta et je la citerai sur Instagram. Mais en fait, je trouve ça assez percutant. Je me dis que on est dans un monde où personne n'a sa place et où en fait t'es obligé de te battre pour prendre ta place, quoi. Alors que il y a des gens comme moi qui sont tellement bisounours et tellement bienveillants et qui ont tellement cette gentillesse profonde où tu te dis en fait t'es vraiment dans cette ouverture du cœur, tu vois, où tu laisses à tout le monde la place d'exister et tu acceptes tout le monde avec leurs qualités, leurs défauts et leurs plus grands travers. Euh, Parce que l'homme est complexe, on a on a une capacité à être complexe, à être pervers, à être tout ce que tu veux. Et c'est compliqué de comprendre l'humain d'une manière générale. Mais bref. On va terminer ce podcast sur ça, puisque je pourrais encore en parler pendant des heures sur le fait de devoir prendre sa place. Euh, je vous rappelle sur la fin de ce podcast que je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine pour un prochain podcast. Et bonne fin de journée, soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez c'est même plus un podcast, c'est littéralement un discours. Mais, mais bref, je vous dis à une prochaine, je vous fais des bisous, salut.